bonsoir et merci d'être là. Merci pour l'accueil très généreux et très bien organisé. Ah ouais, c'est encore mieux. Ce soir, je veux vous prendre pour un voyage intersidéral, pour on va voyager un petit peu dans notre voisinage galactique. Hein. On ne va pas sortir de la galaxie, rassurez-vous. Et donc l'idée, c'était de vous donner un peu des dernières nouvelles de ces exoplanètes, donc les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, et qui sont des mondes qu'on commence à explorer depuis une trentaine d'années. On va partir de ce qu'on connaît, hein, le quotidien, le système solaire, faire d'un peu des rappels, qu'on parte tous du bon pied et qu'on franchisse cet espace vers les autres mondes. Je vais vous parler un petit peu de méthode, ce sera un petit peu technique, mais ça ne va pas durer longtemps, je vous rassure. C'est simplement pour vous faire toucher du doigt notre travail de tous les jours et à quel point c'est difficile de voir ces planètes. Et voilà, pour expliquer pourquoi on n'en sait pas plus au bout de 30 ans et pourquoi on n'est pas encore dans la science-fiction ou dans la présentation un peu plus précise de ces planètes. Après, je vais vous dire quand même ce qu'on sait sur ces premières populations de planètes. Et puis, évidemment, le Graal derrière toutes ces recherches, c'est est-ce qu'on va trouver un jour, il y a un petit Larsen. Il faut que je me déplace ou... Ok, je vais glisser sur la marche. Ok. Et du coup, voilà, le Graal de ces recherches, c'est de chercher, évidemment, si on est seul dans l'univers ou s'il y aurait d'autres conditions favorables à l'émergence de la vie ailleurs sur d'autres planètes. Mais pour ça, il faut connaître ces planètes. Donc voilà les questions qu'on se pose pour la recherche de la vie ailleurs. Je vais vous en faire un peu l'exposé. Donc on va partir du système solaire. Je suis désolée, j'enfonce des portes ouvertes. C'est probablement des choses qui sont très bien connues de vous tous. Tout le système solaire et la matière qui gravite autour du Soleil, qui est notre Soleil et notre étoile. Le Soleil, il comprend 99% de la masse du système solaire, hein, donc c'est vraiment un gros objet. Et on en voit juste une petite portion sur la droite. Cette image, elle est... c'est drôle, on dirait qu'il y a une 9e planète qui bouge là-bas. Elle est partie. C'est Pluton, sans doute, qui passait. Donc, autour du Soleil, il y a 8 planètes connues. Donc, ici, je disais, cette image, elle est à l'échelle pas en distance, mais en taille. Donc, on ne peut pas représenter le système solaire à la fois à l'échelle en distance et en taille. Donc, il faut faire son choix. Donc, ici, c'est à l'échelle en taille. Et donc c'est pour vous, mais par contre elles sont dans le bon ordre. Donc de Mercure à Neptune, elles sont dans le bon ordre. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que notre système solaire, c'est 4 planètes telluriques rocheuses comme la Terre qui sont proches du Soleil et 4 planètes géantes gazeuses qui sont loin du Soleil, grosso modo. Et les périodes orbitales, donc le temps que mettent toutes ces planètes pour tourner autour du Soleil, elles dépendent de la distance au Soleil. Elles s'étendent de 88 jours à 165 ans, donc c'est quand même assez... éparses, ces planètes, la façon dont elles sont dispersées dans l'espace. Voilà, ces 4 planètes, ces 8 planètes, l'un type comme l'autre, sont assez différentes. Les planètes rocheuses, elles ont peu de lunes, en gros. Les planètes gazeuses, elles ont beaucoup de lunes. Les planètes gazeuses, elles ont des anneaux aussi. C'est comme des mini-systèmes, finalement. Alors que nos planètes rocheuses internes, elles sont beaucoup plus... isolées, disons, elles ont peu de lune, elles n'ont pas d'anneaux et elles ont ou pas une petite atmosphère mais très ténue. Ok, donc on garde ces caractéristiques-là qui sont, disons, macroscopiques pour le reste de la conférence. Donc la question qu'on se pose quand on cherche des exoplanètes, on se dit le Soleil c'est une étoile parmi les autres. Il y a dans notre galaxie qui comprend à peu près 200 milliards d'étoiles. Elles sont toutes à peu près comme le Soleil, ou plus petites ou un peu plus grandes. Le Soleil, si on pouvait voir et s'extraire de la galaxie, et si on la voyait comme elle est, comme une galaxie spirale de haut, on verrait la place du Soleil, qui est à peu près à cet endroit-là, entre 2 bras spiraux. Et les questions qu'on se pose depuis notre position dans la Voie lactée, c'est est-ce que toutes les étoiles qui nous environnent sont elles aussi environnées d'un cortège de planètes? Et est-ce que ces planètes
ressemble comme dans le système solaire avec les petites planètes devant et les grosses planètes derrière, ou est-ce qu'on voit d'autres architectures finalement quand d'autres conditions sont présentes. Et finalement, ce qu'on voudrait savoir, combien de planètes évidemment il y a au total dans la galaxie, et puis est-ce que certaines de ces planètes abriteraient la vie. Vous savez peut-être déjà comment se forment les étoiles et les systèmes planétaires, hein, ça se forme en même temps, donc à partir d'un énorme nuage de gaz et de poussière au départ, qui est là parce qu'une étoile avant a explosé et des générations d'étoiles se sont succédées à cet endroit de la galaxie. Donc ce gros nuage arrive, est là, et il arrive à une telle masse qu'il va finir par s'effondrer sur lui-même. Et c'est à ce moment-là que va naître l'étoile, la proto-étoile, qui va comprendre vraiment presque toute la masse, et autour de cette étoile va s'organiser la matière résiduelle, un peu de gaz, un peu de poussière, mais pas grand-chose. Et cette matière résiduelle, au fur et à mesure, elle s'aplatit comme un disque, hein, comme c'est l'histoire de la patineuse avec la jupe, quand elle tourne sur elle-même, ça fait aplatit sa jupe. Et c'est exactement pareil avec un disque protoplanétaire. Et petit à petit, le gaz va s'évaporer d'abord, ou se coller au grain. Et puis petit à petit, les grains eux-mêmes vont se creuser des sillons. Et c'est ainsi qu'on arrive à des systèmes planétaires. Donc ça, c'est une vue d'artiste, hein, ce sont des dessins de la meilleure représentation physique qu'on a de ces formations de planètes et d'étoiles. Et ça, à droite, ce sont des vraies images prises avec des télescopes. Alors en haut, c'est les télescopes spatiaux, le télescope Hubble qui a pris ces deux images. C'est la phase du nuage de gaz et de poussière. En dessous, on voit les proplides, donc les premières concentrations, petits cocons où se forment les étoiles. Et puis en allant dans les longueurs d'onde plus grandes, vers les longueurs d'onde radio, on voit des disques comme ça, avec des sillons. On a regardé ça plusieurs fois. À d'autres endroits, on voit des sillons avec l'apparition de protoplanètes, et puis des premières images de planètes. Donc ce scénario semble assez bien marcher. Maintenant, pour avancer dans cette difficulté des méthodes et pourquoi c'est si compliqué de faire ça sur d'autres planètes, je voudrais vous montrer ces trois images, et je les aime beaucoup. C'est les trois seules images de la Terre vue comme un point depuis l'espace. Et je ne sais pas si vous les avez repérées. Bon, il y a encore un peu de soleil, donc peut-être le contraste n'est pas tout à fait suffisant. Donc je vais vous mettre des cercles pour aider votre œil. Il y a au centre de ces cercles un tout petit point, et ça c'est notre Terre, donc notre Terre avec tout ce qu'on connaît de vivant sur la Terre, c'est à l'intérieur de ce petit point-là. Et en fait, comme vous voyez à côté, il y a un gros objet qui est Saturne, vous l'avez reconnu, et Saturne, donc c'est en fait la mission Cassini qui était allée voir Saturne, qui s'est retournée et qui a vu, qui ne s'est même pas retournée, elle a vu derrière Saturne la Terre. Et en fait, c'est pour vous faire toucher du doigt que même quand on n'est pas très loin, Saturne c'est 10 fois la distance Terre-Soleil, donc c'est vraiment tout proche, c'est comme ça qu'apparaît la Terre. Donc imaginez maintenant, vous mettez ce petit point-là, très loin, à côté d'une autre étoile, et c'est vraiment ça la difficulté qu'on a quand on cherche des planètes comme la Terre ailleurs dans l'univers. Pour reparler encore de cette histoire de taille, de distance et tout ça, voilà à l'échelle le Soleil, Jupiter et la Terre. Et puis, pour parler un peu plus loin, commencer à aller vers les étoiles, l'étoile suivante, donc l'étoile la plus proche de nous, forcément, c'est le Soleil, mais la suivante, c'est Proxima, donc la plus proche, et qui est à 4,2 années-lumière. Donc la lumière de cette étoile met 4 ans à nous parvenir. Donc si on parle en distance Terre-Soleil, si on dit que la distance entre la Terre et le Soleil c'est 1, pour aller jusqu'à Proxima c'est 270 000. Donc c'est pour vous donner un peu les ordres de grandeur des distances. Et par contre là aussi elles sont à la bonne échelle en taille. Donc vous voyez que Proxima, la prochaine étoile, elle est assez représentative de toutes les étoiles qu'il y a dans notre environnement stellaire. C'est une toute petite étoile, très peu lumineuse, 10% de la masse du Soleil seulement. C'est vraiment une mini-étoile. Et il y en a beaucoup, c'est la majorité des étoiles de notre galaxie qui sont toutes petites comme ça.
Alors comment étudie-t-on les planètes? Alors on va dans les observatoires, soit dans l'espace, soit sur Terre. Alors moi, mes préférés, c'est vraiment les observatoires terrestres, parce qu'on peut y aller. Et donc j'ai passé beaucoup de temps dans toutes ces coupoles. Ici le pic du Midi, vous reconnaissez sans doute. J'imagine que vous êtes pour la plupart allés là-bas. C'est pas très loin d'ici. J'ai eu la chance de travailler 6 ans au Mauna Kea, à Hawaï, sur le Mauna Kea, donc sur ce petit télescope-là de 3,60 m quand même, il n'est pas si petit que ça, qui est le télescope Canada-France-Hawaï, donc les Français travaillent là-bas, à Hawaï. Et puis j'ai eu la chance aussi de travailler 2 ans sur celui-là, qui est au Chili, sur le télescope de Cerro Paranal, c'est le très grand télescope européen. Alors, quand on va sur ces télescopes, qu'est-ce qu'on cherche à voir? La première évidente méthode qu'on voudrait utiliser, comme on fait pour les planètes du système solaire, c'est de faire une image. Donc on prend ces gros télescopes et puis on les pointe vers une étoile et puis on cherche à faire l'image. Alors en fait, c'est évidemment très difficile à cause du fait que ces planètes et ces étoiles, elles sont à côté d'une étoile qui est, pardonnez mon animation un peu pourrie, mais c'est pour montrer qu'elles sont vraiment très proches angulairement d'une étoile qui est plusieurs milliards de fois plus brillante. Donc on a un problème à la fois de contraste et de distance angulaire. Elles sont trop proches et trop proches d'objets très brillants. Donc on a quand même fait des avancées énormes là-dessus. Et donc depuis à peu près 20 ans, on fait des premières images de certains types de planètes. Il y a des planètes qui se prêtent à être vues en images, et en voilà un exemple. Alors ce qu'on a fait là, c'est qu'on a concentré la lumière je vous passe les détails, mais on a concentré la lumière de l'étoile, on l'a masquée avec un disque noir, un disque optique, et puis ce qu'on a vu apparaître, c'est quelque chose qui n'est pas 1 milliard de fois moins brillant, mais disons à peu près 10 000 fois moins brillant. C'est déjà pas mal, franchement c'est déjà pas mal. Et donc cette planète, elle a été découverte en 2008 et elle a été suivie depuis. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on l'a vue passer de l'autre côté de son étoile. Donc ça, c'est les différentes poses échelonnées sur 20 ans où on voit la planète tourner autour de son étoile, Beta Pictoris. Donc ça, c'est très impressionnant. Et du coup, pourquoi on la voit celle-là? Pourquoi elle est seulement 10 milliards de fois moins lumineuse que son étoile? C'est parce que c'est une planète massive, elle fait 12 fois la masse de Jupiter. Et en plus, elle a, donc c'est vraiment un très gros truc. Et en plus, c'est une planète et une étoile qui sont très jeunes. Donc quand elles sont jeunes, en fait, au moment de leur formation, elles sont chaudes. Et en vieillissant, elles se refroidissent. Et c'est en se refroidissant qu'elles deviennent si peu lumineuses. Mais les planètes, au moment de leur formation, sont plus brillantes intrinsèquement, surtout les massifs comme celle-là. Donc on a quelques images comme ça, et celle-là elle bouge aussi. Vous voyez, c'est un système avec 4 planètes connues, toutes les 4, on a le système qu'on voit par la tranche, on les voit parfaitement tourner, je remets, on les voit parfaitement tourner autour de leur étoile, elles tournent en plusieurs dizaines d'années, ce sont des planètes aussi qui sont assez éloignées de leur étoile. Et puis là voilà 2 autres exemples. La première planète qui a été trouvée par le James Webb Telescope, vous avez entendu parler de ce télescope spatial qui a été lancé il y a 3 ans au moment de Noël. Et donc il n'est pas fait vraiment pour chercher des planètes, mais quand même, mes collègues ils ont quand même cherché. Et ils en ont trouvé une qui est la plus petite connue dont on ait l'image aujourd'hui. Donc c'est aussi une planète extrêmement jeune, mais elle est plus petite que la masse de Jupiter, donc c'est la première fois qu'on fait si petit. Elle a seulement 6 millions d'années, c'est un bébé planète. Alors comme ça ne marche pas en général de faire l'imagerie directe, on se tourne vers des méthodes qui sont indirectes, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à voir la planète du tout, parce que ce n'est pas possible, mais on va chercher à voir un effet de la planète sur l'étoile. Et donc le premier effet auquel on pourrait penser, c'est l'effet gravitationnel. Comme les planètes tournent autour des étoiles, en fait, c'est l'étoile et la planète qui tournent autour du centre de gravité du système. Et donc, pendant que la planète fait un grand tour, mais on s'en fiche parce qu'on ne la voit pas, l'étoile, elle, fait un petit tour sur elle-même, parce que, évidemment, le centre de gravité est très proche du centre de l'étoile, et donc elle tourne, elle fait des ronds dans le ciel. Et ces ronds dans le ciel, on est plus capable de les voir que l'énorme mouvement de la planète, vu qu'on ne voit pas la planète.
Donc comment on s'y prend? Alors les étoiles, si on en fait un arc-en-ciel avec un instrument qu'on appelle spectrographe, on va voir la lumière continue qui est comme l'arc-en-ciel solaire, hein, qui s'étend du bleu vers le rouge, et sur lesquelles il y a ces bandes noires qui sont l'absorption des atomes de l'étoile, qui vont être à des positions très connues et très bien répertoriées, et qui vont se balader vers le bleu ou vers le rouge. Donc elles se baladent en fonction de la vitesse de l'étoile. Alors c'est l'effet Doppler, hein, c'est comme quand vous prenez une prune sur l'autoroute, c'est grâce à l'effet Doppler. Donc c'est le fait que le déplacement d'un objet qui émet de la lumière, s'il a une vitesse qui change avec le temps, et ben le déplacement du spectre est dû à ça. Donc on va voir périodiquement, si cette planète fait bouger son étoile, on va voir périodiquement la vitesse de l'étoile qui se dévie vers le bleu ou vers le rouge. Et ça, même si c'est un tout petit mouvement, on est capable de le mesurer. Et on a été capable, c'est la première méthode qu'on a utilisée. Alors, c'est ces deux collègues, Michel Mayor et Didier Queloz, qui en 1995, depuis un observatoire français, l'observatoire de Haute-Provence, avec un télescope de 2 mètres, ont été capables de mettre en évidence la première planète autour d'une autre étoile que le Soleil, 51 Peg. Et sa petite étoile, là, on voit bien ce mouvement sinusoïdal de la vitesse de l'étoile qui a bougé avec le temps. Et alors là, grosse surprise, parce que ce n'était pas du tout le genre de planète qu'on s'attendait. On s'attendait évidemment à trouver des planètes comme Jupiter à des distances assez loin. Comme je vous ai montré au début, les planètes géantes, elles sont loin de leur étoile. En fait, celle-là, c'est une planète comme Jupiter à peu près, la moitié de la masse de Jupiter, mais elle tourne en 4 jours seulement autour de son étoile. Et c'est ça qui a permis sa détection, parce que c'est beaucoup plus facile, ça amplifie énormément l'effet. Donc il a fallu inventer une nouvelle étape à ce joli scénario qui semblait très bien marcher pour le système solaire. Et c'est une étape qui arrive à peu près ici, au moment où il y a encore du gaz et il y a encore du débris autour de l'étoile, et qui est la migration. C'est-à-dire que les planètes vont se former loin de leur étoile, et un processus, un frottement avec le disque, va les faire migrer vers l'intérieur et se rapprocher de l'étoile. Et c'est comme ça que cette planète, 51 Peg B, s'est retrouvée à tourner très proche de son étoile. Alors il se trouve que les théoriciens, ils ont tout de suite trouvé ça dès que la planète un peu qui posait problème a été découverte. Ils se sont rejetés sur leurs calculs, ils ont trouvé cette truc de migration, et puis en fait c'était tellement efficace que toutes les planètes auraient dû tomber leur étoile. Donc bon, après ils ont trouvé des ajustements pour que certaines d'entre elles ne migrent pas ou que d'autres s'arrêtent à une petite distance de leur étoile. L'autre méthode très importante, après je m'arrêterai là avec les méthodes, c'est promis, c'est la méthode des transits. Donc ça, alors on ne voit jamais d'autres étoiles que le Soleil résolues comme ça, hein, comme un disque. Toutes les étoiles, à part le Soleil, sont des points. Mais pour expliquer la méthode, c'est quand même pratique d'utiliser le passage de Vénus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir en 2004 et en 2012. Il y a eu le passage de Vénus devant le disque solaire, et c'est une image qu'on a prise à ce moment-là, ou qu'on a fabriquée plutôt à ce moment-là, pour pas mentir. Là, c'est Vénus qui passe devant le disque du Soleil. Et il faut imaginer que ça peut arriver dans d'autres systèmes planétaires. C'est-à-dire qu'on a des étoiles qui sont très loin, donc on voit comme des points, mais parfois, si l'alignement est bien fait, on va voir des planètes qui vont passer devant le disque de leur étoile et qui vont donc faire un petit creux de la lumière de l'étoile. Elles vont prendre juste 1% ou quelques pourcents, ou peut-être 1 pour 1000 de la lumière de leur étoile, mais ça va avoir une forme très caractéristique parce que ça va arriver périodiquement, à chaque fois que la planète passe au même endroit, entre l'observateur et l'étoile, et puis ça va arriver toujours avec cette forme de carré. Donc on est capable, on appelle ça un transit, donc on va mesurer le transit dans les courbes de lumière des étoiles. Donc il suffit de regarder plein d'étoiles à la fois et on va découvrir des planètes de cette façon. Et c'est la méthode qui a donné le plus de découvertes aujourd'hui. Il faut savoir que, je ne vous ai pas dit pour la méthode des vitesses radiales, si on regardait par exemple le système solaire depuis l'extérieur et qu'on se disait est-ce qu'il y a des planètes autour de cette étoile, le Soleil,
Ce qu'on verrait d'abord, c'est en vitesse radiale, c'est Jupiter. Jupiter a un effet sur le Soleil de 12 mètres par seconde, donc la variation du Soleil de la vitesse du Soleil va être de 12 mètres par seconde. J'ai mal pour vous, monsieur, avec le Soleil dans les yeux. Si vous voulez vous bouger, vous êtes très très aveuglé. Ah, il va bientôt passer. Donc voilà, le Soleil, il bougerait de 12 mètres par seconde tous les 12 ans si on n'avait que l'effet de Jupiter sur lui. Avec la Terre seulement, si on enlève Jupiter et qu'on regarde l'effet de la Terre sur le Soleil, on verrait seulement bouger de 10 cm par seconde. Voilà, super. On verrait le Soleil bouger de 10 cm par seconde sur un an. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus petit que l'effet de Jupiter. Et puis, par contre, sur les transits, alors c'est une planète comme Jupiter qui passe devant le Soleil, elle peut être loin ou proche, ça ne change pas la taille du transit, ça change juste sa fréquence. Ça prend à peu près 1% de la lumière du Soleil. Une planète comme la Terre qui passe devant le Soleil, ça prend seulement 0,01% de la lumière du Soleil. Donc c'est quand même pas si facile. Mais on n'est pas dans les milliards comme on était tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a des... Alors, je vous ai mis la tête de mes collègues qui sont responsables de toutes ces manipes. Il y a eu plusieurs manipes qui ont été envoyées dans l'espace. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Hannibal, bien sûr, Corot. Et puis bientôt avec Heike Rauer sur Plato, qui est une mission européenne. Et donc, c'est des missions qu'on envoie dans l'espace et qui vont pendant 1 an, 2 ans, 10 ans regarder toutes les étoiles et être capable de trouver tous les transits, donc toutes les planètes qui passent devant toutes les étoiles possibles. Donc il faut évidemment beaucoup de données pour faire ça. Donc voilà où on en est aujourd'hui, il y a à peu près 6500 planètes connues, et 50 d'entre elles ont été trouvées par imagerie, donc c'est quand même pas mal, et c'est toutes celles qui sont là. Alors là je ne vous ai pas présenté, c'est la taille de la planète en fonction de sa distance à l'étoile. Donc les plus proches de l'étoile sont là, les plus loin sont là, et les plus grosses sont en haut. Et donc ces planètes rouges là, ce sont celles qui ont été trouvées en imagerie, donc les plus loin et les plus massives. Il y a eu à peu près 1000 planètes qui ont été trouvées par la méthode des vitesses, et puis à peu près 5000 qui ont été trouvées par la méthode des transits. Je vais revenir un peu sur ces différentes populations, mais il faut imaginer que maintenant, si on trouve une planète en transit, donc elle ne transite pas toutes, hein, parce qu'il faut vraiment être très bien aligné entre l'étoile, la planète et l'observateur au moins une fois de temps en temps. Donc ça n'arrive pas tout le temps, mais quand on a un transit, on peut aussi regarder la variation de vitesse, et du coup, on a à la fois le transit et la variation de vitesse. Alors qu'est-ce que ça nous apprend sur les planètes ? Le transit nous apprend la taille de la planète et la vitesse nous apprend la masse de la planète. Donc avec ces deux méthodes-là, faites complètement indépendamment par des télescopes différents et des équipes différentes souvent, on arrive à savoir la masse et le rayon de ces planètes sans en avoir regardé un seul photon. Donc on ne voit pas ces planètes, mais on sait combien elles pèsent et on sait quelle taille elles ont. Et avec ces deux paramètres importants, on va savoir quelle est la densité de la planète. Parce que, évidemment, la masse et le volume, ça nous donne la densité. Et du coup, on va savoir si c'est des planètes rocheuses ou gazeuses. Et ça c'est vraiment un premier pas important pour la connaissance de ces planètes. Alors, encore un petit peu de physique là-dessus. Après, je vous montrerai des images. Donc, si on regarde le rayon de la planète par rapport à la masse, donc je vous ai dit, pour certaines d'entre elles, à peu près, disons, 1000 à 2000, on a à la fois le rayon qui est mesuré et la masse. Et donc, si on regardait les planètes du système solaire, leur rayon par rapport à leur masse, eh ben, il croît. Voilà, les plus petites, elles sont aussi les moins massives, et les plus grosses, elles sont aussi les plus massives. Et elles sont à peu près comme ça, donc Mercure, Mars, Vénus et la Terre, elles sont vraiment très proches. Uranus, Neptune, elles sont vraiment très proches. Et Saturne et Jupiter, là-haut. Et si on essaye de comprendre pourquoi elles sont comme ça, alors Saturne et Jupiter, elles sont vraiment des planètes essentiellement faites d'hydrogène. Elles sont faites avec des gaz très légers, donc
Si on avait une planète entièrement faite d'hydrogène, elle devrait être sur cette trajectoire-là. Et Saturne et Jupiter, elles sont très proches. Une planète qui serait faite en eau, elle serait sur cette courbe-là. Uranus et Neptune sont très chargées en eau, elles sont des glaces, hein, c'est les gazeuses glacées. Donc elles sont un peu au-dessus de cette... elles sont à moitié entre l'hydrogène et l'eau. Une planète qui serait comme la Terre, c'est cette courbe rouge là, vous voyez que Vénus et la Terre, elles sont pile dessus, c'est pas un hasard. Mars aussi. Mercure est un peu plus riche en fer, et du coup une planète en fer, ce serait vraiment le plus dense possible, c'est cette tour bleue. Et alors vous me direz, où c'est que se trouvent ces 1000 exoplanètes connues, dont on connaît le rayon? Et bien voilà. Donc ça nous donne une première idée de la diversité. Donc on voit qu'il y a des planètes qui sont encore plus gazeuses, on les appelle les fluffy en anglais, donc elles sont vraiment vaporeuses, qui sont encore plus vaporeuses qu'une planète d'hydrogène pur. Donc ça c'est vraiment, ça a donné quelques migraines aux théoriciens, ça aussi. Après il y a plusieurs planètes comme Uranus et Neptune qui seraient un peu intermédiaires entre l'hydrogène et l'eau. Et puis vous voyez qu'il y a pas mal aussi de planètes qui sont intermédiaires entre l'eau et la Terre. Donc là on se dit mais qu'est-ce que c'est une planète intermédiaire entre l'eau et la Terre? Alors ça peut être un peu deux types de choses. Je vais y venir tout de suite. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Alors Vénus et la Terre, elles ont toutes les deux une densité donnée, elles sont assez, qui est assez importante. Une planète qui serait moins dense mais quand même petite, on imagine que ça pourrait être une planète océan. Donc ça pourrait être très bien une planète parce que finalement la densité est à peu près celle de l'eau, sauf qu'il y a une roche qui est un noyau rocheux probablement à l'intérieur. Donc c'est un énorme océan de plusieurs dizaines de kilomètres ou de plusieurs centaines de kilomètres de rayon au-dessus d'une croûte. Donc ça c'est intéressant, c'est des planètes qu'on n'a pas dans notre système solaire. Donc toutes ces super-terres qui sont intermédiaires entre Uranus, Neptune et Vénus, la Terre. Là, vous voyez que c'est la plus grosse population de planètes qui sont probablement des planètes qui restent à découvrir et à mieux explorer. Alors ici, de nouveau, et c'est mon dernier plot, on voit la masse des planètes en fonction de leur distance à l'étoile, comme tout à l'heure. Et donc, je voulais revenir sur les différentes populations. Donc, ici, les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, ça c'est bon, on connaît. Ici, des géantes gazeuses qui sont très chaudes, enfin très proches de leur étoile, donc très chaudes. Donc, c'est ces fameux Jupiter chauds qui ont l'air d'être très nombreux ici sur le papier. Enfin, ça représente un gros amas de points, mais en fait, qui sont très exotiques. Elles sont juste beaucoup plus faciles à trouver, donc on les a toutes caractérisées. Donc elles sont intéressantes, mais voilà, elles sont très rares. Et le plus gros paquet, finalement, c'est celui-là. Ce sont des planètes qui sont essentiellement autour de plus petites étoiles et qui sont essentiellement des beaucoup plus petites planètes aussi. Et qui sont ces fameuses super-terres. Donc elles sont au-dessus de la masse de la Terre. Elles font à peu près 10 fois ou 5 fois la masse de la Terre. Elles font aussi 2 fois la masse de la Terre, donc le rayon de la Terre. Donc elles sont plus grosses, plus volumineuses. Certaines ont la même densité que la Terre, mais pas toutes. Et ça donne vraiment une nouvelle diversité qu'on ne connaît pas dans le système solaire. Les exoplanètes les plus fréquentes, finalement, sont absentes du système solaire. Alors, pour les chiffres, bon, c'est pas grave. Oups. Donc maintenant, je vais aller un petit peu voir les extrêmes de cette population de planètes. Alors d'abord, la plus petite. La plus petite, c'est ici. Alors ça, c'est des vues d'artistes, hein, bien sûr. On n'a aucune capacité d'aller voir à quoi ressemblent ces planètes. On imagine juste par rapport à leur distance, à leur température et à leur masse, à quoi elles pourraient ressembler. Donc la plus petite, elle fait 1820 km de rayon seulement. Donc elle est intermédiaire entre la Lune et Mercure. Et il y a 2 planètes aussi petites que ça, qui sont plus petites que Mercure. Sinon, la plupart des planètes qu'on a trouvées, quand même, elles sont plus grosses que la Terre. Et la plus grosse, justement, alors ça dépend si on parle en taille ou en masse. Hein, donc la plus grosse, la plus massive, c'est 20 fois la masse de Jupiter.
Au-delà de 20 fois la masse de Jupiter, on considère que ce ne sont plus des planètes, ce sont plutôt des naines brunes, donc c'est des étoiles trop petites pour avoir formé les réactions thermonucléaires au centre de l'objet, mais ce ne sont pas non plus des planètes. Donc les planètes les plus grosses font à peu près 20 fois la masse de Jupiter, on en connaît quelques-unes, mais elles sont quand même assez rares. Et en taille, on a trouvé donc ces planètes vaporeuses qui sont 2 fois la taille de Jupiter, alors que toutes les théories disaient au-dessus de la taille de Jupiter, pas possible de former de planète. Donc la nature, comme d'habitude, aime bien jouer des tours aux théoriciens. Donc on a compris quels étaient les mécanismes possibles pour faire enfler à ce point les planètes gazeuses. C'est à voir avec les effets de marée, donc c'est très intéressant en fait. La plus proche, donc j'en ai parlé, c'est l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, donc dans la constellation du Centaure. C'est une étoile, donc tout à l'heure je vous ai montré sa taille, c'est une toute petite étoile, 10% de la masse du Soleil seulement, 10% de sa luminosité aussi. C'est une étoile qui, parce qu'elle est petite, est très active. Alors là, l'artiste qui a dessiné cette étoile, il était particulièrement inspiré par les éruptions. Il a vraiment montré une énorme éruption. Mais voilà, ce sont ce genre d'étoiles, de temps en temps, elles ont des éruptions massives. Et c'est une réalité. Alors on était quand même allé voir cette étoile la plus proche, et ça fait pendant 30 ans, elle a été observée. La première planète qui a été trouvée, elle a été trouvée en 2016, je crois me souvenir. Et on a trouvé une planète qui a à peu près la masse de la Terre à 11 jours de période, autour de cette toute petite étoile. Ok, intéressant. 2 ans après, deuxième planète trouvée, plus proche et plus petite encore, 0,3 fois la masse de la Terre. 5 jours Et puis un peu plus tard, une autre super Terre, 7 fois la masse de la Terre, qui a été trouvée en orbite 5 ans autour. Donc ça paraissait déjà être un système intéressant et assez bien peuplé. En fait, celle-là, l'externe, elle a été désapprouvée par des études successives. Donc là, c'est la mesure des vitesses qui a permis de découvrir ce système planétaire. Ce n'est pas un système en transit, malheureusement, donc on ne peut pas mesurer leur taille à ces planètes, mais on peut mesurer certaines caractéristiques comme leur masse, leur distance à l'étoile et leur température. Alors la plus chaude, c'est intéressant parce que là on est vraiment dans un domaine aussi qu'on ne comprend pas du tout. La plus courte, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la température d'une planète, disons, elle dépend de sa distance à l'étoile, elle dépend aussi de la luminosité de son étoile. Et donc la planète la plus chaude, c'est celle qui a la période la plus courte autour de l'étoile la plus chaude. Et il se trouve que la période la plus courte, c'est 4 heures seulement. Donc imaginez, toutes les 4 heures, c'est une année. Donc ça va très très vite pour ces planètes-là. Et elle tourne en plus autour d'une étoile qui est relativement bleue, c'est-à-dire, c'est l'inverse du robinet. Les étoiles bleues sont les étoiles les plus chaudes, donc c'est une étoile qui fait 10 000 degrés à peu près à la surface. Donc la surface de la planète fait 6 000 degrés. Donc la 6 000 degrés, c'est la température de notre Soleil à nous. Donc c'est vraiment, alors c'est pas pour les mêmes raisons. Là, c'est la température réfléchie, enfin, disons, c'est la chaleur reçue de l'étoile qui fait monter la température de surface de la planète, alors que dans le Soleil, ça vient de l'intérieur. C'est pas les mêmes processus, mais n'empêche que la surface est en lave liquide. Oui, et donc, quand on continue de parler de température, et cette fois-ci, on imagine une planète comme la Terre. Si on change sa distance au Soleil, faisons un peu l'exercice de pensée, on prend une planète comme la Terre autour d'une autre étoile qui serait comme le Soleil, et puis on la rapproche. Donc évidemment, toute l'eau liquide étant sur la Terre, à l'endroit où on la connaît, si on la rapproche du Soleil, l'eau va s'évaporer et l'atmosphère probablement va s'évaporer aussi. Et à une certaine distance, il n'y aura plus d'eau liquide. Elle sera juste en forme de vapeur dans l'atmosphère éventuellement. Et si dans le même exercice de pensée, on prend la Terre et puis on l'éloigne du Soleil, à ce moment-là, il y a une distance à partir de laquelle toute l'eau liquide
piégées en forme de glace à l'intérieur du sol, et donc il n'y aura plus d'eau liquide non plus. Donc en fait, entre les deux, il y a une zone qu'on appelle la zone habitable. C'est un peu un mot trop simple pour parler de ça. Donc, dans la communauté des astronomes, on préfère dire la zone tempérée. Mais voilà, c'est quand même souvent qu'on parle de zone habitable dans les médias en particulier. Donc la zone habitable, c'est caractérisé par l'endroit où l'eau pourrait rester liquide à la surface de la planète pendant longtemps. Et donc, évidemment, on connaît la zone habitable du Soleil, mais on peut très bien prédire, parce qu'on connaît la physique des étoiles, autour de chaque étoile, où est sa zone habitable, où est la distance à laquelle l'eau serait liquide s'il y avait une planète à cet endroit-là. Donc ça, c'est intéressant, c'est un deuxième pas en avant pour caractériser ces planètes. On peut aussi savoir lesquelles seraient habitables. Alors, cette habitabilité dépend de la luminosité de l'étoile. Donc, le Soleil, il est là, et c'est une étoile assez banale, hein, 6000 degrés. Il y a des étoiles qui sont plus chaudes. Alors, évidemment, les étoiles qui sont plus chaudes, elles vont émettre plus de chaleur, et donc leur zone habitable va être plus loin du Soleil. Et par contre, si on descend en masse et en luminosité, donc les étoiles vont être plus petites, et la zone habitable va se rapprocher de l'étoile. Donc, autour du Soleil, qui est-ce qui est dans la zone habitable? Alors, la Terre, évidemment, elle est en plein milieu, hein, donc il faut vraiment faire attention de la garder là, de ne pas modifier du tout son atmosphère pour qu'elle échappe à l'habitabilité. Mars est aussi dans la zone habitable, elle est vers l'extérieur de la zone habitable, mais elle est encore dedans. Alors, pourquoi Mars n'a pas d'eau liquide à sa surface, hein? C'est parce qu'elle est beaucoup plus petite que la Terre. Et donc, il y a eu un moment, très tôt dans son histoire, où elle a perdu l'atmosphère et l'eau qu'il y avait avec. Tout s'est évaporé. Et Vénus, par contre, est à l'extérieur de la zone habitable, donc elle est trop proche du Soleil pour être dans la zone habitable. On sait que Vénus, c'est 400 degrés à la surface, c'est plusieurs dizaines de bars à la surface de la planète, vraiment une atmosphère très très lourde. Donc un effet de serre qui s'est emballé avec beaucoup de CO2, donc c'est pas du tout un endroit habitable. Alors où est-ce qu'on en est avec les exoplanètes? Alors j'ai oublié de dire qu'ici c'est l'énergie de l'étoile, hein, c'est pour ça que c'est pas la distance, c'est l'énergie de l'étoile reçue de la planète, donc, et puis en plus c'est inversé, alors, donc là c'est beaucoup d'énergie et là c'est peu d'énergie. Et donc à peu près comme la Terre, c'est la référence. Donc les autres planètes qu'on a trouvées dans la zone habitable et qui seraient des planètes rocheuses, parce qu'on connaît leur masse et leur rayon, il y en a à peu près ce nombre-là, une trentaine. Et vous voyez qu'ici se trouve la Terre, et il y a des planètes qui sont vraiment très proches de la Terre, qui ont à la fois à peu près la même structure que la Terre et la même température autour d'étoiles qui sont sensiblement comme le Soleil. Donc c'est intéressant ces premières planètes qu'on commence à connaître qui ressembleraient à la Terre. Et on sait aujourd'hui estimer combien il y en a. On en a trouvé, on sait ce qu'on n'a pas trouvé parce que c'était en dessous de la capacité de nos instruments. Et donc on peut extrapoler et savoir sur les 200 milliards d'étoiles de la galaxie combien il y aurait de planètes. Et on estime aujourd'hui ce nombre à peu près 100 milliards de planètes dans la Voie lactée. 100 milliards de planètes dans la Voie lactée, dont la plupart dans des systèmes multiples. Mais faire des extrapolations sur les systèmes multiples, on n'en est pas encore tout à fait là. Et parmi ces 100 milliards de planètes, on peut dire aussi qu'il y aurait entre 10 et 50%, vous me direz que ce n'est pas pareil, 10 et 50%, mais c'est à peu près la marge d'incertitude qu'on a aujourd'hui. Il y a 10 à 50% des étoiles qui ont une planète rocheuse dans leur zone habitable. Je vous en ai montré 30, on est loin d'avoir tout découvert, hein, ça c'est certain, mais à partir de ces 30 et sachant à quoi ressemble le système, on sait extrapoler à combien s'attendre, avec une grosse marge d'erreur pour l'instant. Alors d'autres phénomènes intéressants et un peu exotiques qu'on trouve dans les exoplanètes. Alors par exemple, ces planètes qui sont dans la zone habitable d'étoiles de faible masse, donc elles tournent en quelques jours autour de leur étoile, elles sont très proches et elles ont beaucoup d'effets de marée. C'est un peu comme la Terre et la Lune, donc vous savez que la Lune ne montre que toujours la même face à la Terre à cause des effets de marée. Elle n'est pas libre de tourner comme elle veut, elle est obligée de tourner sur elle-même en même temps qu'elle tourne sur la Terre, autour de la Terre.
Et donc c'est pareil, il y a le même phénomène exactement qui se produit pour ces planètes qui sont proches de leur étoile, c'est-à-dire qu'elles montrent toujours la même face à leur Soleil. Mais sauf que c'est le Soleil cette fois-ci, donc c'est un peu plus grave que la Terre et la Lune, dans le sens où il va y avoir sur ces planètes une face jour et une face nuit. Et la face jour, elle est tout le temps éclairée par le Soleil, la face nuit est tout le temps dans la nuit. Donc ça va faire des planètes très hétérogènes comme ça, où il y a une face qui est essentiellement un désert, où il va y avoir des températures très très importantes. Si elles sont vraiment très proches, il peut même y avoir des océans de lave permanents sur cette phase jour. De l'autre côté, il va faire très très froid, le soleil ne va jamais paraître. L'énergie, elle vient juste des effets de marée, mais jamais de l'irradiation directe. Donc on peut imaginer que c'est très glacé. Et donc on peut imaginer, là c'est encore une vue d'artiste évidemment, un artiste qui a imaginé la zone intermédiaire entre le désert très chaud et le désert très froid. Il y a peut-être une zone qui serait habitable dans ces planètes-là. D'autres problèmes qui se posent de temps en temps dans les systèmes extrasolaires, dans les exoplanètes, c'est que les planètes, elles ne sont pas toujours une orbite circulaire. Il se trouve que dans le système solaire, on a plutôt de la chance, l'orbite de la Terre en tout cas, il ne varie pas beaucoup, la distance au Soleil ne varie pas beaucoup pendant son orbite. Ce qui n'est pas du tout le cas de certaines planètes qui de temps en temps sont très proches de leur étoile et puis vont avoir une orbite très allongée et vont passer beaucoup de temps loin de leur étoile. Donc évidemment, la vitesse n'est pas uniforme dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'elles vont passer très vite proche de l'étoile et rester très longtemps loin de l'étoile. Et donc ça va faire des saisons très marquées forcément, avec des saisons très chaudes quand elles sont proches de l'étoile et très froides quand elles sont loin de l'étoile. Et on peut imaginer l'impact que ça a, même si elles sont de temps en temps dans la zone habitable, et que donc peut-être l'eau est liquide à un moment de ce passage de saisonnier, mais par contre là c'est tout glacé. Ou alors l'inverse, si elles étaient dans la zone habitable loin de leur étoile, elles vont de temps en temps avoir un coup de très chaud, en passant trop proche de l'étoile. Donc ça c'est intéressant. Il y a des cas extrêmes. Alors je vous montre évidemment le cas le plus extrême où on a représenté l'orbite d'une planète qui tourne en une centaine de jours autour de son étoile et sur une orbite très excentrique, donc très allongée. Et donc elle passe 30 fois plus loin quand elle est loin du Soleil que quand elle est proche. Et l'insolation, donc le degré d'énergie qu'elle reçoit de son étoile, c'est 800 fois plus. Donc quand elle arrive là, c'est 800 fois la lumière reçue d'habitude. Et donc la température de surface, avec des méthodes un peu... là, on ne sait pas trop en fait, comment réagit une atmosphère à ce genre de phénomène, mais elle passerait de 500 à 1500 degrés en 6 heures. Donc là, évidemment, ça relativise le réchauffement climatique, certes, mais c'est quand même très très extrême. Alors qu'est-ce qui limite aujourd'hui notre détection des planètes, et en particulier des planètes comme la Terre? Pourquoi on n'en connaît pas plus que 30? Pourquoi on ne mesure pas mieux leur masse? Pourquoi c'est encore difficile? Alors je vous ai montré certaines difficultés déjà, mais par exemple pour la méthode des vitesses radiales, ce qui va nous limiter maintenant, on arrive à faire des horloges suisses, c'est vraiment le cas parce que c'est les Suisses qui sont les leaders mondiaux dans ce domaine-là pour fabriquer les meilleurs instruments le plus précis du monde et qui sont capables de mesurer le tout petit mouvement de 10 cm par seconde dû à la Terre sur une étoile. Mais ce qui va nous limiter maintenant, c'est que les étoiles, on ne les voit pas comme le Soleil, mais comme un point, et pourtant elles sont comme le Soleil, c'est-à-dire complètement hétérogènes. Et on ne sait pas à quoi elles ressemblent. Alors les étoiles, la surface d'une étoile, c'est tout sauf une boule tout à fait uniforme. Elles ont des plages brillantes, elles ont des taches solaires très sombres, elles ont à la surface des éruptions, et ça à des échelles de temps multiples. Alors ça nous fout dedans pour mesurer précisément la vitesse. Ça va avoir des impacts énormes sur leur vitesse.
Donc parfois, pour des étoiles qui sont particulièrement actives, c'est 100 fois, 1000 fois la signature qu'aurait une planète comme la Terre sur leur étoile. Donc là, vraiment, on est en train de s'attaquer à ce gros morceau, qui est d'essayer de comprendre l'activité des étoiles et le corriger le mieux possible pour trouver des planètes qui se cachent derrière ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler un petit peu de ce qu'on fait à Toulouse sur ce sujet-là, parce que l'équipe de Toulouse que j'ai rejoint après mon séjour à Hawaï travaille sur ça exactement, sur mesurer le champ magnétique qui est à l'origine de toutes ces taches sur les étoiles et de toutes ces hétérogénéités. Donc on a fabriqué des instruments qui sont, donc un est au pic du Midi et l'autre à Hawaï, qui sont les deux mêmes instruments. Celui du pic, on est en train de l'installer en ce moment, et qui sont des instruments qui mesurent le champ magnétique des étoiles, des autres étoiles que le Soleil, et qui sont capables de comprendre et donc peut-être de corriger un jour la surface des étoiles et trouver des planètes en passage. Alors, est-ce qu'on connaît des systèmes multiples? Je n'ai pas parlé encore de multiplicité de ces systèmes. Alors oui, on en connaît 1000. Je vous montre ici le système qui est, comme le système solaire, composé de 8 planètes. Donc c'est Kepler 70, il a été trouvé par la mission Kepler. Ils sont toutes en transit. Et là, vous avez donc le système à gauche, le système Kepler 90, et puis à droite, le système solaire, jusqu'à la Terre. Vous voyez, Mercure, Vénus et la Terre, c'est les courbes qui représentent leur orbite, avec l'étoile au centre. L'étoile est à peu près la même que le Soleil, sauf que les 8 planètes qui sont autour de Kepler 90, elles sont toutes à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Donc ce qu'on trouve avec ces manips de transit, ça va être des systèmes ultra compacts, où beaucoup de planètes sont empaquetées tout proche de leur étoile. Et point de vue des masses, là aussi c'est la comparaison entre le système solaire et le système de Kepler 90, et elles sont bien rangées dans l'ordre, hein, c'est pas à l'échelle en distance. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles sont un peu plus grosses, mais voilà, à peine plus grosses. On a en gros 6 planètes, on a sans doute 3 planètes rocheuses, 3 planètes comme Uranus et Neptune, et puis 2 planètes comme Jupiter et Saturne. Donc c'est vraiment assez proche de notre système. Un autre système, Kepler 62, qui est aussi composé, où justement là, ce qui est rigolo, c'est qu'on a une alternance de petites et de grosses, à la différence du système solaire. Et puis un système qui a fait couler beaucoup d'encre et sur lequel beaucoup de temps d'observation a été consacré, qui est le système de TRAPPIST 1. TRAPPIST, c'est une manip belge, hein, c'est pour ça qu'ils ont appelé leur planète TRAPPIST 1 et 2, etc. Et en fait, ils sont tombés sur... Et donc, l'objet de leur sondage et de leur recherche, c'était de trouver des planètes autour des toutes petites étoiles, les plus petites qu'on pouvait trouver. Donc ça, c'est une étoile qui fait seulement 80 fois la masse de Jupiter. 80 fois la masse de Jupiter, c'est le seuil minimum absolu. Après, on n'est plus une étoile. On n'est plus capable d'allumer la centrale thermonucléaire de l'étoile. Donc ce TRAPPIST 1, c'est une toute petite étoile et elle a 7 planètes, comme la Terre, qui lui tournent autour. Et là, c'est le système le plus compact, hein, le plus incroyablement compact du monde. Ces 7 planètes, elles sont empaquetées tout près de leur Soleil, si c'était à l'échelle du système solaire. Vous voyez, c'est même beaucoup plus petit, toutes les 7, que l'orbite de Mercure. Et donc, en fait, on peut plutôt comparer le système de TRAPPIST au système de Jupiter, parce que finalement, c'est à peu près la même taille. C'est beaucoup plus proche de la taille du système de Jupiter avec ses multiples lunes que du système solaire. Donc la TRAPPIST 1, c'est très intéressant parce que toutes ces planètes sont en transit, donc on les voit transiter tout en même temps, c'est vraiment drôle. Et on se dit que s'il y a une planète avec une atmosphère, c'est sans doute autour de ce système qu'on va en trouver une. Dans les systèmes multiples aussi, ce qu'on pourrait imaginer, et puis évidemment, il y a des gens en science-fiction qui ont pensé avant les astronomes, hein. Est-ce qu'il y a des planètes autour de systèmes doubles? Vous savez que la moitié des étoiles de la galaxie sont des étoiles doubles. Elles sont en paire et elles tournent l'une autour de l'autre, les deux étoiles.
Nous, on n'a qu'une seule étoile, mais on aurait très bien pu en avoir deux. Alors, y a-t-il des planètes autour des étoiles doubles? Alors, ces étoiles doubles, donc elles tournent toutes les deux autour du centre de gravité, hein, donc elles se tournent autour du centre de gravité comme ça. Et donc, on peut imaginer deux types de planètes dans les systèmes doubles. Les planètes qui tournent autour d'une seule des étoiles, et puis des planètes qui tournent autour des deux étoiles. Donc, on les appelait S et P, bon, peu importe. Vous connaissez déjà un exemple, c'est Tatooine. Tatooine, c'est une planète de type P, elle a deux soleils, hein, c'est prouvé. Et donc, elle a été trouvée en 1977, vous le savez. Et donc en 2005, il y a eu la première détection d'une planète comme Tatooine, qui a été appelée par la suite Tatooine, donc de type P, tournant autour de deux étoiles. Elle a été trouvée par la méthode des transits. On voyait la planète transiter devant l'une, puis devant l'autre des étoiles, donc c'était vraiment rigolo. Et aujourd'hui, en 2025, je n'ai pas mis à jour, mais ça n'a pas dû beaucoup changer, ce n'est pas des chiffres qui vont aussi vite que les autres. On a trouvé 800 planètes de type S, donc qui tournent autour de l'une ou l'autre des étoiles, et puis 34 planètes qui sont circumbinaires, qui tournent autour des deux étoiles. Donc ça arrive de temps en temps, c'est pas les plus communes, c'est pas non plus parce qu'on a cherché, on n'a pas forcément cherché autour de toutes les étoiles binaires. Maintenant, à partir de quand, dans la jeunesse d'une étoile, commence-t-on à avoir des planètes? C'est aussi intéressant. Et donc, je vais vous montrer un système qui est parmi les plus jeunes où on a vu des planètes à ce jour. Je vous ai montré tout à l'heure Beta Pictoris, qui est aussi un système jeune, avec des planètes géantes. Donc ici, c'est une étoile. Alors, l'étoile est là, elle a été cachée. Et on voit le disque résiduel de cette étoile. Ça, c'est une image du télescope Hubble où on voit même des structures dans le disque. On se dit ces structures, elles ne sont pas là par hasard, il y a forcément une planète dessous. Et si on en fait une vue d'artiste, c'est à peu près à ça que ça pourrait ressembler. Donc c'est vraiment la proto-étoile qui est en train de se finir de se former avec encore beaucoup de matière qui lui tourne autour et sans doute des planètes qui commencent à se faire. Donc c'est l'étoile à une microscopie, c'est une étoile qui est visible dans l'hémisphère sud. Elle est plutôt froide, elle est à 40 années-lumière, elle n'est pas très loin. Elle a seulement 20 millions d'années, donc elle est assez jeune. Hein. Je rappelle que les étoiles froides comme ça vit 10 à 20 milliards d'années, donc c'est vraiment le tout début de leur vie. Elle a encore ce disque, et puis on a trouvé, grâce à TESS, et puis avec notre petit instrument Spirou de Hawaï, on a trouvé deux planètes en transit et deux autres planètes qui ont été trouvées par la méthode des vitesses. C'est-à-dire que dans un système avec des transits, avec des planètes qui passent devant le disque de leur étoile, pas forcément toutes les étoiles sont suffisamment bien alignées pour faire le transit. Donc il y en a qu'on va trouver avec la méthode des transits et d'autres qu'on va trouver seulement avec la méthode des vitesses. Et avec tout ça, on essaye de reconstruire le pulse. Donc ça, c'est un cas où on a certaines planètes qui transitent, mais pas toutes. Et donc, on avait mis à 20 millions d'années, on a déjà des planètes qui sont en place, qui sont déjà formées et qui perturbent leur étoile. Alors, le sujet épineux de qu'est-ce que c'est qu'un jumeau de la Terre, vous allez beaucoup entendre parler dans les médias. On essaye toujours de faire attention à ça, mais les médias adorent quand même aller chercher la surenchère, à quel point c'est comme la Terre, est-ce qu'on pourrait déménager l'humanité, est-ce que la vie a pu apparaître là-bas? Donc on est toujours en train de répondre à ces questions-là. Donc à quoi ça peut ressembler une jumelle de la Terre? Si on prend à peu près 50% en masse et en rayon, on a 10 exoplanètes qui sont connues, qui est à peu près la même taille, la même masse, donc la même densité, et qui seraient dans la zone habitable de leur étoile, évidemment, ou au moins à la même distance pour avoir la même température. Donc 10 exoplanètes connues, il ne faut pas oublier que quand même, dans le système solaire, la taille et la masse de Vénus et de la Terre, elles sont très similaires, mais on n'appellerait pas du tout Vénus une planète habitable, on est d'accord. Elle est juste un tout petit peu à l'extérieur de la zone habitable, mais elle aurait pu très bien être de l'autre côté. Elle aurait quand même pu avoir cette énorme atmosphère de dioxyde de soufre qui fait qu'on n'a pas
on n'a pas de possibilité d'eau liquide. La planète qui ressemble le plus à la Terre, c'est Kepler 452b. Donc, elle est à 700 années-lumière, donc elle est vraiment très loin et c'est très difficile de l'observer correctement. Donc, on n'a que des mesures assez macroscopiques. On sait que la durée de son année, c'est 385 jours, donc c'est vraiment très proche de la durée de notre année. Elle a une étoile qui est un peu plus chaude et un peu plus grande que le Soleil, mais à peine. Elle est dans la zone orbitale de son étoile. Elle fait 1,6 fois la taille de la Terre, donc elle est déjà bien grosse. Hein. On est dans la taille des super-terres, elle fait probablement 10 fois la masse de la Terre. Elle peut encore être rocheuse, mais on n'a pas pu mesurer totalement sa masse parce qu'elle est trop loin et que c'est difficile. Alors maintenant qu'on sait que les planètes sont fréquentes, on a une idée de la distance à l'étoile où elle pourrait être habitable, c'est-à-dire avoir de l'eau liquide en surface. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça et dire lesquelles sont habitées et puis est-ce qu'on pourrait y déménager l'humanité? Ça c'est souvent une question qu'on me pose, donc je préfère y répondre tout de suite. Donc allons sur Proxima. Si on voulait aller sur Proxima, il faudrait 50 000 ans de voyage. Je vous ai dit 4 années-lumière. 4 années-lumière, c'est pour la vitesse de la lumière, évidemment. Personne ne peut voyager à la vitesse de la lumière. Si on attendait que Voyager 1, qui est l'objet humain le plus lointain de la Terre hein, aujourd'hui, il est à 160 fois la distance Terre-Soleil, si je me souviens bien. Donc il est très très loin des 270 000 ans qu'il faut pour arriver jusqu'à Proxima. Donc il faut vraiment oublier, ce n'est pas une Terre 2.0, on ne pourra pas déménager l'humain dans l'espace. De toute façon, l'humain n'est pas fait pour l'espace, donc il faut vraiment juste prendre soin de notre Terre. Une autre chose que j'aime bien rappeler, et puis en profiter pour citer Carl Sagan, parce que ça fait toujours plaisir, l'azote dans notre ADN, le calcium dans nos dents, le fer dans notre sang, le carbone dans nos tartes aux pommes, ont été fabriqués à l'intérieur des étoiles qui s'effondrent. Nous sommes faits d'étoiles. Et donc, en fait, quand on regarde la liste des éléments atomiques dans l'univers, sur Terre, mais aussi dans l'univers, on sait expliquer d'où viennent chacun de ces atomes. Et tous ces atomes viennent de choses de l'univers. L'hydrogène a été fabriqué, l'hydrogène, l'hélium et le lithium ont été fabriqués par le Big Bang, par les premiers moments de vie de l'univers. Et tous les autres atomes ont été fabriqués dans les étoiles. Donc la vie sur laquelle est basé notre système vivant sur Terre, c'est 100% de la poussière d'étoiles. Et donc, du coup, on se dit si on veut chercher la vie ailleurs, tous les atomes élémentaires, en tout cas, sont là et sont prêts à être agencés pour faire de la biologie. Comment on s'y prendrait, cependant, pour trouver la vie à distance et en particulier des biosignatures? Alors, c'est là toute la difficulté. Je rappelle qu'on a cette immense distance qui nous sépare des exoplanètes. Et donc, pour faire de la chimie sur ces planètes, c'est forcément très distant et c'est forcément par le biais, par le médium de la lumière. Donc, on peut imaginer que quand les planètes passent devant leur étoile, hein, pour les 1000 pour l'instant qu'on a découvert qui passent devant le disque de leur étoile, elles passent là avec leur atmosphère. Si elles ont une atmosphère, cette atmosphère aussi passe devant le disque de l'étoile. Donc si on compare le moment où la planète est derrière et le moment où la planète est devant, par exemple, on va être capable de voir la différence. Et la différence, c'est le corps solide de la planète qui n'a pas de couleur, et puis la couche fine d'atmosphère qui peut être analysée de la même façon par un spectre et dont on peut regarder quelles sont les espèces chimiques qui vont absorber la lumière dans cette atmosphère. Et là, on peut imaginer toutes sortes de mélanges chimiques, et on a observé toutes sortes de mélanges chimiques, vraiment. C'est des manips qu'on peut faire avec notre instrument Spirou à Hawaï, et bientôt au Pic du Midi, SPIP. Et puis, on peut le faire aussi avec des instruments spatiaux, dont Ariel est la prochaine mission européenne qui va être lancée pour faire ce genre de manip explicitement.
Alors si on regardait le spectre de la Terre vu de l'espace, et que la Terre passait devant le spectre devant le Soleil, ça donnerait un spectre comme ça, où on verrait les bandes de l'eau, les bandes du méthane, les bandes du CO2, les bandes de l'ozone, elles sont très significatives et très visibles à distance, et elles sont là parce qu'il y a ce réservoir vivant sur la Terre. Donc on sait que l'ozone dans l'atmosphère de la Terre, ça vient de l'oxydation due aux végétaux. Donc la présence d'oxygène et donc d'ozone dans le spectre nous ferait dire, tiens, il y a peut-être de la vie là-bas, s'ils connaissaient la vie de façon terrestre. On voit aussi évidemment l'oxygène directement dans le visible. Donc ce spectre de la Terre, il est très différent du spectre de Vénus ou du spectre de Mars. Il n'y a que la Terre qui a ce mélange gazeux-là particulier. Donc il faut imaginer maintenant, sur d'autres planètes, un mélange chimique qui soit suffisamment en déséquilibre pour qu'on se dise il y a un réservoir derrière qui produit soit de l'oxygène, soit autre chose, mais ce n'est pas possible dans une atmosphère telle qu'on la voit, avec les autres composants, qui est un élément particulier, ici l'oxygène, qui soit son système vivant derrière. Donc on en est là, vous voyez, c'est très loin la recherche des biosignatures. Donc en fait, les gens qui travaillent sur l'exobiologie, ce n'est pas tout à fait mon cas, moi je m'intéresse vraiment à la nature des planètes pour l'instant, mais il y a des gens qui font des manips en labo et qui font des recherches sur les analogues interstellaires ou du système solaire, les comètes, les astéroïdes qui portent de l'information sur ce genre de chimie interstellaire. Il y a aussi les planétologues qui s'intéressent maintenant beaucoup aux lunes glacées de Jupiter et Saturne. On sait que ces lunes glacées, alors les lunes de Jupiter et Saturne, elles sont un peu plus petites que notre lune à nous. Elles ont une croûte glacée parce que c'est très loin, il fait très froid. Mais elles ont à l'intérieur, dessous la croûte glacée, probablement un océan d'eau liquide qui est gêné par effet de marée par la présence de la grosse planète à côté et qui donc vont avoir des mouvements volcaniques sous la croûte et sous l'océan. Et donc là, c'est des endroits où on pourrait penser trouver la première vie extraterrestre. Bon, reste à faire du carottage et aller chercher là-dessous, hein, c'est pas du tout facile, mais c'est la meilleure piste qu'on ait aujourd'hui pour trouver la vie hors du système solaire. Non, pas hors du système solaire, pardon, dans le système solaire, hors de la Terre. Et puis, évidemment, il y a tous les gens qui travaillent sur le chaînon manquant entre la chimie et la biologie, qui essayent de comprendre comment la vie est apparue sur Terre, est-ce qu'elle est apparue partout à la fois ou seulement à certains endroits, comment elle s'est développée et quelles sont les conditions qu'il faut pour que ça se reproduise ailleurs. Et il y aura dans les prochaines décennies des missions qui vont être vraiment basées sur ça, pour aller chercher plus précisément à caractériser les atmosphères et les biosignatures des exoplanètes. Et je voulais juste rappeler que sur Terre, évidemment, il y a eu 3 milliards d'évolutions sous forme bactérienne avant d'arriver à des choses plus grosses ou plus complexes comme des animaux et des plantes. Il y a des incroyables bactéries qui résistent à tout, qui peuvent vraiment aller dans n'importe quel type de conditions, qui sont peut-être plus adaptées à des milieux extrasolaires. Et donc, il ne faut pas imaginer forcément chercher de la matière extraterrestre, c'est pas forcément chercher des bipèdes avec un œil ou 2 yeux, hein, c'est plutôt rechercher des bactéries et des bactéries qui ont changé l'atmosphère de leur planète. C'est vraiment ça le point critique pour qu'on puisse les voir à distance. Et donc, je vais m'arrêter là en rappelant donc ces quelques faits. Et en vous montrant une dernière vidéo de notre entourage solaire. Donc on sait maintenant que les planètes se forment autour de presque tous les types d'étoiles. Alors moins autour des étoiles binaires ou triples, et puis moins autour des étoiles les plus massives qui ont une vie vraiment trop courte et qui vont tout de suite exploser leur système planétaire avant même qu'il ait le temps de se former. Mais toutes les autres étoiles qui sont à peu près comme le Soleil et moins massives forment des planètes.
Elles font sans doute plusieurs planètes par étoile. Donc on a trouvé plusieurs systèmes et plusieurs architectures différentes. On ne sait pas encore s'il y a des planètes habitables, mais on continue à chercher. Et on trouve beaucoup de diversité, ça aussi il faut garder l'esprit très ouvert sur le type de planète qu'on peut trouver. Et puis je voulais juste finir en vous montrant notre voisinage, parce que c'est quand même intéressant. Moi je travaille depuis 10 ans sur comprendre ce qu'il y a à moins de 30 années-lumière. On sait maintenant qu'il y a 300 étoiles, il y a 85 planètes qui sont trouvées, donc on ne les a pas toutes trouvées, elles sont les plus proches de nous, mais on ne les a pas toutes trouvées. Et la raison, c'est donc là la couleur des points, c'est la couleur des étoiles, c'est vraiment les étoiles rouges qui sont les plus petites, ce sont celles qui dominent la population de notre voisinage solaire, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas des étoiles faciles. Imaginez qu'aucune de ces étoiles, on les voit à l'œil nu, elles sont très faibles. Même Proxima, qui est la plus proche, on ne peut pas la voir à l'œil nu parce qu'elle est trop faible, elle est trop peu lumineuse. Et du coup, elles sont difficiles à observer, c'est pour ça qu'on a développé ces instruments, Spiro et SPIP, qui sont capables de voir ces étoiles rouges, parce qu'on va les voir dans les couleurs rouges. Et du coup, trouver leurs planètes. Donc bientôt, on connaîtra les 300 planètes ou plus de notre environnement stellaire, mais pour l'instant, on n'en connaît que 85, même dans notre plus proche voisinage. Et avec ça, je vais m'arrêter et vous remercier pour votre attention, et puis je vous prends toutes les questions que vous avez. Qu'on va voir le Larsen. Peut-être, s'il y a des questions d'abord, sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question tout de suite? Moi, le paradoxe de Fermi, qui dit que quantité astronomique, c'est le cas de le dire, d'étoiles qui existent, donc la probabilité pour qu'une existence puisse exister en dehors de la planète Terre, elle est à 100%, donc ce qui est étrange, c'est qu'il n'y ait pas justement eu encore de relation, ou peut-être qu'à terme, plus ou moins proche, un contact pourrait être établi. Donc c'était... Oui, alors il faut juste se souvenir que la vie sur Terre, c'est la seule vie dans l'univers, donc on est très très biaisé pour définir quelque chose qui soit plus général. Et par exemple, la relation entre deux civilisations, c'est peut-être très anthropomorphique. Moi, je ne suis pas spécialement perturbée par le paradoxe de Fermi, je ne cherche pas les extraterrestres particulièrement partout. Comme je disais, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de trouver des bactéries extraterrestres que n'importe quelle civilisation. Les civilisations, on ne sait pas si ça va durer plus qu'une étincelle sur Terre, donc on ne peut vraiment pas extrapoler sur des civilisations extraterrestres, je pense. Bonsoir. Je voulais savoir comment fonctionnent les centres d'observation. Est-ce que c'est à l'œil nu ou c'est plus des systèmes informatiques qui analysent les données? Donc quand vous dites que vous partez par exemple 3-4 ans, vous regardez ou vous analysez des ordinateurs qui... Oui. Alors, on utilise des télescopes. Les télescopes sont des... Est-ce que j'ose? Oui, bon, ça va. Je ne vais pas bouger.
On utilise des télescopes, ce sont des entonnoirs à lumière, les télescopes, et derrière l'entonnoir à lumière, on met un système l'instrument qui va analyser la lumière. Et à la fin de cet instrument, il y a un détecteur, comme dans vos téléphones portables, pour faire des images. Et à partir de ces images, c'est ça qu'on va analyser, qu'on va extraire l'information, qu'on va la tordre dans tous les sens pour essayer de comprendre de quoi elle est faite. Donc on n'observe pas à l'œil nu. Depuis le 19e siècle, on ne fait plus ça, parce que dès qu'on a eu les plaques photos, on a commencé à faire des poses plus longues. L'œil nu, c'est super, mais on ne peut pas poser aussi longtemps qu'on voudrait. Et donc en faisant une pose longue, on voit plus profond, on voit plus de détails, on voit mieux les choses qu'on observe. Donc vraiment, effectivement, on travaille derrière des ordinateurs à analyser des données qui sont prises à travers cette technologie. C'est des vraies boîtes à bijoux, ces instruments. C'est des instruments qui sont uniques en général. Spirou et Spip qu'on a fabriqués à Toulouse, ils sont tout seuls. Il n'y en a pas d'autres. On a fait une paire pour en avoir un d'un côté et un de l'autre, mais sur les deux télescopes différents. Mais ce sont vraiment des objets uniques très très puissants. Voilà, ils sont séparés de 12 heures, donc la moitié, donc il fait toujours nuit sur un de ces instruments. Ça permet de suivre les étoiles en permanence si on avait besoin de le faire. Oui, il y a de la coopération internationale, il y a aussi de la compétitivité internationale, il y a les deux. C'est une saine émulation, on va dire. Ça dépend des projets. Il y a des projets qui ne peuvent pas se faire en une seule équipe, qui doivent se faire en collaboration avec beaucoup d'équipes. Le télescope James Webb dont je parlais, qui est un télescope de la NASA, il y a tout un instrument entier qui a été fabriqué par l'Europe. Une grosse partie de l'instrument a été fabriqué au CEA, d'ailleurs, à Paris, et qui a été... voilà, c'est vraiment une collaboration internationale. Tous les utilisateurs du monde entier peuvent demander du temps sur ce télescope. Alors, voilà. Après, chaque télescope fonctionne un peu comme ils le souhaitent. Ils peuvent ouvrir leur temps de télescope, qui est forcément limité. Hein. Il n'y a que 365 jours par an, donc on n'a pas plus de nuit que ça. Sur le sol, en plus, on est limité par la météo. On ne peut observer que quand il fait beau, donc on peut avoir moins de temps que ça encore. Et donc, chaque télescope choisit sa communauté. Ça peut être des assortiments de pays assez disparates. Et après, on publie tous nos résultats dans des articles qui sont disponibles pour toute la communauté internationale. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai une question sur la fin, je ne sais pas si c'est votre domaine de compétence, mais vous avez dit qu'on essayait de savoir sur Terre s'il y avait eu une origine de la vie ou plein, et je me demande comment on peut répondre à ça, puisqu'il ne reste plus qu'une seule lignée actuellement. Oui, j'imagine qu'ils... Alors non, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais j'entends qu'ils se posent la question par rapport à l'origine des premiers organismes. Si c'était une origine de volcanisme sous-marin, par exemple, ça aurait pu apparaître à plusieurs endroits. Alors c'est sûr qu'avec toute la transformation de la géologie de la Terre, on n'a plus accès à des zones suffisamment anciennes partout. Il peut y en avoir quelques poches ici et là, mais ça ne permet pas d'extrapoler à toute la surface de la Terre. Par contre, si l'origine de la biologie vient de l'atmosphère ou si elle vient des comètes, là c'est un peu différent, parce que ça pourrait être effectivement un endroit particulier, si c'est une comète qui est tombée à un endroit particulier avec des germes biologiques. Je crois que cette théorie-là, elle est plus ou moins abandonnée, mais voilà. C'est ce genre de questions, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de réponse facile. Ouais, on n'a pas de moyen de retrouver des traces de la vie, des premières traces de la vie, des traces biochimiques par exemple, comme on pourrait retrouver sur des exoplanètes ou à différents points de la Terre par exemple. Oui, on a les cyanobactéries, les algues bleues, c'est les premières traces de vie qu'on a pu retrouver, qui sont encore là et qui sont encore vivantes à certains endroits. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'elles étaient omniprésentes
parce qu'elles ont quand même mis 3 milliards d'années, ou non, un peu moins, 1 milliard d'années et demi à changer significativement l'atmosphère de la Terre, à faire apparaître l'oxygène. Et donc il a fallu tout ce temps-là pour qu'elles prennent la place dans l'océan. Donc j'imagine que... Bonsoir. Merci pour votre propos très clair et très intéressant. Alors justement, vous avez déjà un peu répondu à ma question. On sait que la vie sur Terre a commencé sans oxygène, a commencé peut-être sans eau, enfin j'en sais rien, je pense que l'eau est quand même primordiale. Et le fait de chercher certaines substances sur les exoplanètes, on risque de se tromper parce qu'il risque d'avoir de la vie là où il y a avec des éléments qui n'existent pas chez nous avec nos éléments, comme l'oxygène, le gaz carbonique ou le carbone. Oui, tout à fait. Il faut avoir l'esprit ouvert, ça on essaye au maximum, mais c'est difficile de tirer des conclusions générales et universelles alors qu'on n'a qu'un exemple sous les yeux. Après, comment on peut se dire, le silicium, il a, comme le carbone, la capacité d'avoir 4 liaisons chimiques, et donc ça lui donne, comme le carbone, une capacité de fabriquer des grosses molécules. Mais quand même, le silicium est beaucoup moins abondant que le carbone, donc ça n'a juste aucun sens que ça se passe avec le silicium et pas avec le carbone. Et puis, il y a tout un tas de choses comme ça. C'est sûr, on pourrait utiliser un autre solvant que l'eau liquide, le métal liquide, par exemple, comme sur Titan. Les scientifiques ont pensé au début du XXe siècle qu'il y avait eu, c'était la phase prébiotique de la Terre, qu'il y avait du méthane, des océans de méthane sur la Terre, et que c'était là qu'était sortie la biologie. Et puis finalement, c'était pas juste. On ne fait pas mieux que l'eau comme solvant, donc c'est vraiment le milieu liquide où il y a le plus de réactions chimiques possibles. Alors on se dit le plus de réactions chimiques possibles, ça donne la biologie le plus vite possible. Mais peut-être qu'on se trompe sur cette conclusion-là. Peut-être que quand il y a suffisamment de milliards d'années devant nous, on peut attendre et puis avoir un truc moins efficace et plus robuste. Mais en fait, il y a plein de contingences qui vont faire que... par exemple, est-ce que c'est par hasard que c'est au moment où le bouclier magnétique de la Terre s'est mis en place avec la couche d'ozone que sont apparues les plantes et les animaux, ou est-ce que c'est par hasard? Est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait cet ingrédient-là, et est-ce qu'on est capable de le... Voilà, on cherche les choses à distance, donc c'est forcément très simplifié pour commencer. Finalement, face à toutes ces incertitudes, en 2026, il y a une certitude, je suis le centre de l'univers, nous sommes le centre de l'univers. Point. On part de cette certitude-là, on a conscience que c'est nous qui sommes en train